sœur, puisqu'il n'en reste que sa sœur qui était vivante à ce moment-là. Il a été transmis à Justine l'Immaculée d'Annie, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, il descend chez les Haquier, chez les Cassalimou, et enfin, il arrive chez moi. Voilà. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Écoutez, c'était assez clair, puisqu'il n'y a pas de questions. Un grand merci à vous pour cette communication magnifique. Et maintenant, la place va être à Jean-Yves Boubou pour vous parler des paroisses de Belmont avant la Révolution. Et toi, tu vas arrêter de parler, il paraît que ça enregistre. Déjà, il y a eu Ouais, parce que ça va enregistrer quand tu vas me parler. Hein. Non, tu ne parles pas. Bon, tu surveilles si ça s'éteint. Là, tu appuies là, sur le bouton rouge. Ah, c'est au bout de 24 minutes que ça s'éteint. C'est celui-là? Oui, celui-là. Donc là, ça tourne quand même des secondes. Bonjour. Donc je vais vous présenter la situation des paroisses, communautés et seigneuries à Belmont et autour à la veille de la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, c'est une situation nouvelle pour vous d'entendre cette présentation, je ne sais pas. En tout cas, je fais ça en fait à titre d'auteur d'un ouvrage double en 2 volumes, l'Atlas du Rouergue à la veille de la Révolution française, que j'ai publié en 2016, dont le principe, enfin l'idée de base était de démêler la complexité des subdivisions administratives avant qu'on crée les communes pour essayer de simplifier tout ça, ce qui n'a pas été le cas immédiatement. Donc je vais d'abord commencer par une présentation un peu théorique sur la situation en Rouergue de ces 3 circonscriptions. Je ne sais pas si c'est bien net, vous arrivez à lire? Oui. Oui, parfait. Donc la première idée, c'est qu'avant 1789 et depuis le Moyen-Âge, il y avait 3 circonscriptions territoriales de base: la paroisse, son église, son curé et sa dîme aussi, c'est-à-dire l'impôt que prélevait le prieur de la paroisse, qui pouvait être le curé mais qui pouvait être quelqu'un d'autre, qui n'est pas le prieur d'un monastère, c'est un autre prieur en fait, hein, qui prélevait la dîme, c'est-à-dire un peu moins, en général plutôt 1/11e ou 1/12e de la récolte. Et puis il y avait les seigneuries, avec alors les seigneuries c'est complexe en fait, il y avait plusieurs niveaux de seigneurie. Moi je vais vous parler du niveau supérieur de la seigneurie qu'on appelle la seigneurie justicière, donc quand le seigneur détenait les droits de justice sur les habitants, et donc avec en général un château. Et j'ai fait un petit schéma ici pour montrer qu'à l'intérieur d'une seigneurie justicière, donc c'est, voilà, je me suis amusé à faire des petits schémas cette année pour varier un peu les plaisirs. Il y avait après la seigneurie foncière, c'est-à-dire les impôts qui étaient prélevés sur les terres et qui étaient beaucoup plus nombreux, les seigneurs fonciers, et dans une répartition très complexe en fait par rapport au seigneur justicier. Donc le seigneur justicier exerçait sa justice sur l'ensemble de la seigneurie, à l'intérieur de laquelle, généralement, il n'avait pas la seigneurie foncière sur l'ensemble des parcelles,
Donc il y avait des parcelles où ils prélevaient aussi les impôts, c'est-à-dire principalement le champard, ce qu'on appelle plutôt ici le quin ou le quart, un quart à un cinquième de la récolte, et d'autres impôts. Mais il y avait d'autres seigneurs, il y avait aussi des ecclésiastiques qui prélevaient sur certaines parcelles des impôts. Donc là, je ne vais pas rentrer là-dedans aujourd'hui parce que c'est très complexe. La troisième circonscription qui existait, c'était la communauté des habitants, qui était au 18e, 17e, 18e, dirigée par les consuls. Donc c'est un peu les ancêtres de la municipalité. Donc des consuls qui étaient renouvelés tous les ans. En général, ils étaient 3, ça dépendait des municipalités. Et c'était par cooptation. Et donc leur charge principale à ce moment-là, c'était de s'occuper de la levée de l'impôt royal. Donc derrière toutes ces circonscriptions, en fait, il y a une question d'impôt. L'impôt royal, principalement la taille, mais Louis XIV les a démultipliés, les impôts, donc il y avait aussi la capitation, le 10e, le 20e, etc. Alors, dans un modèle idéal qui existe dans d'autres parties de la France, ces 3 circonscriptions étaient identiques. Donc dans le même cadre, en fait, on avait la communauté, la paroisse, la seigneurie qui se confondaient. Ça, c'est dans un cadre idéal qui existe peut-être dans quelques endroits de l'ancien Rouergue. Donc, par exemple, Peyre, ça pourrait être le cas. La seigneurie et la paroisse, la communauté de Peyre pourraient être exactement sur le même territoire et dans les mêmes limites. Mais c'est très rare, en fait. Voilà, alors je vais continuer avec des petits schémas. Je ne sais pas si ça va être... Vous me direz après si c'était clair ou pas. C'est une réalité générale, mais enfin, c'est un principe général. Mais dans la réalité, en fait, il pouvait y avoir déjà ce genre de choses. C'est-à-dire que ici, les limites de la paroisse en rouge ne sont pas exactement les mêmes que celles des seigneuries de la communauté, à quelques parcelles près. Et j'ai trouvé un cas illustré à Saint-Antonin, en fait, où il y a un procès entre les préleveurs de la dîme de paroisse qui ne sont pas d'accord sur quelques parcelles. Et finalement, on voit que la limite de la paroisse à travers la dîme, en fait, est légèrement différente de celle de la communauté et de la seigneurie. Le deuxième cas qui est très fréquent, c'est à la limite entre 2 paroisses et 2 seigneuries et communautés, un hameau, en fait, ne correspond pas. Donc la paroisse qui est ici, elle dépend de cette paroisse, un hameau qui est dans la communauté voisine, et dépend de la paroisse voisine à un hameau qui est dans la communauté numéro 2. Donc un cas très fréquent. Et d'ailleurs, je vous ai mis ici un cas où globalement les limites sont les mêmes, sauf ce hameau-là qui est dans la communauté voisine. Et puis, en illustrant l'idée que l'église, le château, le village étaient au même endroit, pas toujours. Là, en fait, c'est une ancienne paroisse qui a disparu, et là, c'est une église qui s'est déplacée. Donc, en fait, là, je viens de vous faire déjà la présentation de l'an prochain, que je ne ferai pas du coup, c'est Crécelles. C'est le cas de Crécelles où on est quasiment dans le modèle idéal. Voilà, après, il peut arriver que à l'intérieur d'une communauté et d'une seigneurie, il y ait plusieurs paroisses. Vous avez déjà sans doute rencontré ça. Ou qu'à l'intérieur d'une paroisse, il y ait plusieurs communautés et seigneuries. Voilà, ça se complique progressivement. Ici, c'est le cas par exemple autour de Sévérac-le-Château. Il se trouve que dans la seigneurie de Sévérac, il y a des endroits où, en fait, il y a des communautés qui correspondent à des paroisses. Et puis,
un dernier cas de figure ici, c'est une communauté qui correspond globalement à une paroisse à l'intérieur de laquelle il y a plusieurs seigneuries justicières. Voilà, je vous ai peut-être perdu là, mais c'est pour en fait vous indiquer la complexité de toutes ces choses. Pourquoi il y a cette complexité en fait, hein? Ce qui se passe en Rouergue au Moyen-Âge, c'est qu'il y a des premières paroisses qui se mettent en place, comme partout en France en fait, mais qui au début sont en fait des droits rattachés à une église ou voire à un homme d'église sans question de territoire. Donc en fait, les gens se rattachent en fait à une église et bon, alors il ne faut pas qu'elle soit trop loin, mais il n'y a pas d'idée de cohérence territoriale. Et c'est à partir du XIe siècle, en fait, pour la région et un peu globalement, qu'on commence à se préoccuper de créer un territoire paroissial. Et c'est fortement lié au fait que c'est à ce moment-là que la dîme se diffuse. Et donc à partir du moment où on donne sa récolte à l'église, ben, il faut savoir à quelle église on appartient. Et si on commence à créer comme ça des dîmes un peu éparpillées, ça va pas. Et puis ceux qui prélèvent la dîme se disputent un peu entre eux ou essayent de récupérer. Et progressivement, ça fait des paroisses cohérentes qui sont vraiment en place en fait au XIIIe siècle. Et à ce moment-là, côté seigneurie, il n'y a pas encore ce mouvement-là. Et donc les seigneuries, elles se créent un peu après, sur le même principe. Au début, la seigneurie, c'est des droits qu'ont des seigneurs qui ne pensent pas d'abord en cohérence de territoire. Et progressivement, en fait, ils vont essayer de mettre en place un territoire seigneurial cohérent, ce qui arrive plutôt à la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle. Donc les deux se constituant séparément, ça crée en fait cette situation où ça ne correspond pas toujours et même souvent ça ne correspond pas. Par contre, vous avez vu qu'à chaque fois j'ai associé le bleu et le vert, donc la communauté et la seigneurie. Ça c'est parce qu'en fait les communautés, elles sont créées à l'origine à partir des seigneuries. Une communauté d'habitants, en fait, c'est une communauté qui négocie ses droits avec son seigneur. Mais ensuite, les communautés, elles ne changent très très peu, alors que dans le cadre de la seigneurie, un seigneur, il va diviser sa terre entre ses enfants, il va vendre une partie de ses biens, il va les agrandir par mariage, et du coup, les seigneuries vont évoluer. Donc progressivement, il va y avoir des différences entre seigneurie et communauté. Voilà, tout ça, c'était des schémas séparés les uns des autres. Sur un territoire, toute cette complexité se retrouve, et ça donne quelque chose comme ça. Voilà, j'ai fait exprès de choisir un endroit un peu complexe. C'est en partie inspiré de la situation de Saint-Amand-d'Escoudournac entre Saint-Léon, Vezin, Verrières et tout ça. Donc oui, on a une paroisse en fait qui est à cheval sur 4 communautés et 4 seigneuries avec des paroisses voisines. Et puis en bas, c'est schématique, donc j'ai rajouté des choses qui n'existent pas à cet endroit-là mais ailleurs. C'est-à-dire des enclaves extérieures. Donc en fait, parfois les paroisses, elles étaient en plusieurs morceaux, séparés par d'autres paroisses. Et les seigneuries, c'est encore pire. Donc on arrive à cette complexité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe en 1790 1789-90 Donc c'est la Révolution française. Et donc il y a une volonté de simplification. Au niveau national, on crée les départements. Au niveau local, l'idée c'est de créer des communes et d'essayer de simplifier cette situation. Donc déjà, il y a la disparition des seigneuries, donc plus de bleu sur le deuxième schéma. Et puis au tout début, en fait, en Rouergue, le choix c'est que ce soit les anciennes communautés qui deviennent les communes, et pas les paroisses. Pourquoi ? Parce que c'était le cas de prélèvement des impôts. C'était le cas de l'administration civile, et les nouvelles communes, c'est ça leur but en fait. Hein. Donc on reprend en fait cette tradition historique. Alors les paroisses sont légèrement simplifiées, on supprime des petites paroisses, on supprime des enclaves comme ça. Par contre les communes, elles sont aussi complexes que les anciennes communautés. Et il va falloir 40 ans, jusqu'aux années 1840, 50 ans, pour qu'on ait la simplification du tracé communal qui n'est pas
aujourd'hui encore, qui n'est pas complètement simple quand même. Hein. Voilà, si vous observez les circonscriptions communales aujourd'hui, vous allez vous poser un certain nombre de questions sur voilà, pourquoi elles ont cette forme-là. Donc cette simplification, elle s'est faite progressivement. On est passé de 600 paroisses à, alors aujourd'hui on n'a plus qu'une trentaine, donc là c'est une simplification. Et puis surtout d'environ 700 communautés et communes en 1790 à 300 environ aujourd'hui. Voilà le principe. Alors, quelle est la situation à Belmont et autour? Belmont, donc la particularité de Belmont, j'ai mis ici des représentations, des gravures que j'ai trouvées sur internet qui sont des recueils issus de recueils du XVIIe siècle, de gravures sur les habits des différents ordres religieux. Donc la particularité de Belmont, qui n'est pas unique en Rouergue, mais qui est forte, c'est que il y avait le chapitre qui était associé à l'idée d'une abbaye ou d'un monastère, même si c'était des clercs séculiers, donc ils vivaient dans le siècle, mais ils suivaient quand même une règle. C'est un peu une situation intermédiaire, la règle de Saint-Augustin. Vous avez entendu parler de Saint-Augustin selon le mode de Saint-Ruf. En fait, Saint-Ruf, c'est une église d'Avignon, là où il y a eu une réforme de la règle, en fait, qui a servi de modèle et qui s'est diffusée après dans d'autres chapitres. Donc c'est voilà, une structure un peu particulière et je crois unique en Rouergue, des Augustiniens de Saint-Ruf. Enfin, il y avait des Augustiniens aussi à Saint-Rolf-de-Tarn, mais je ne sais pas si c'était la même règle. Voilà leur habit. Et donc ce chapitre, cet ensemble de chanoines, il était dirigé par quelqu'un qui avait le titre de prévôt. Mais des fois, on trouve aussi abbé prévôt de Belmont. Voilà, et qui était un personnage extrêmement riche et puissant localement, en fait. Donc il n'y a qu'à voir le territoire déjà qui était très important, qui dépendait de ce prévôt, qui était le seigneur au justicier de cet ensemble-là. Donc c'était un ecclésiastique, mais qui était aussi comme un seigneur féodal, qui percevait les impôts féodaux, qui avait les droits de seigneur féodal, et voilà, qui était riche. Et qui était entouré, alors au XVIIIe siècle, de 14 chanoines, ça s'est fixé, mais apparemment de façon plus ancienne, ça pouvait être un chiffre différent. Et donc ces chanoines, constituant le chapitre, donc au XVIIIe siècle. C'est la chaise qui a cassé. Continuez. Bon, poursuivre. Donc vous voyez, j'ai noté prévôt commandataire. Ça veut dire qu'en fait, il ne résidait pas ici. C'était une personnalité ecclésiastique qui avait cette seigneurie en plus d'autres titres, en fait. Le dernier prévôt de Belmont, Jean de Queyrol de Madaillac, il était d'abord vicaire général du diocèse de Narbonne, puis il est devenu évêque de Limoux et évêque de Grenoble, en fait. Donc les revenus rentraient dans la poche de l'évêque de Grenoble à la fin du XVIIIe. C'est rien, c'est la suite d'un AVC, je suis hémiplégique. Voilà. Mais
La chaise aussi. La chaise, non, elle est morte. Bon, c'est un enterrement. Je suis léger en plus. Alors, 18e siècle, il y avait 14 chanoines, et certains avaient des titres particuliers. Donc il y avait le sacristain qui s'occupait du culte et des objets du culte, l'infirmier, le pitancier, vous voyez de quoi il s'occupait, et le chanoine vestiaire. Ça fait un peu bizarre comme titre. L'infirmier, le pitancier et le vestiaire, ils étaient prieurs de paroisses voisines, c'est-à-dire que c'est eux, en fait, leur revenu, en plus d'une part de revenu canonial du chapitre, leur revenu c'était la dîme, pour l'infirmier par exemple, la dîme de la paroisse de Saint-Amand-d'Izerté. Et puis il y avait 3 autres chanoines qui étaient prieurs curés de paroisses voisines. Donc à la fois ils percevaient la dîme et ils exerçaient le culte à Anglas, à Mounès et à Saint-Vincent-de-la-Calme. Plus voilà, d'autres chanoines, de prébendiers qui étaient des sortes de sous-chanoines, entre guillemets, un maître de musique, des enfants de chœur, etc. Alors là, bon, on voit pas grand-chose, mais on voit les couleurs quand même. Donc ce que j'ai mis sur cette carte, qui est aussi dans le bouquin, c'est la commune actuelle de Belmont qui est entourée en rouge. La commune actuelle de Belmont, elle a été réduite dans ses limites. Elle comprenait aussi cette partie en violet et en bleu clair, donc qui correspond à Verrières aujourd'hui, qui a été rattachée à Montlore au XIXe siècle. Et puis, elle avait une enclave ici, Anglas, commune de Lasserre aujourd'hui. Vous voyez, on a ici cette complexité territoriale, une enclave extérieure. On dit techniquement une exclave maintenant, mais ça ne sonne pas très bien. Voilà, et donc ça correspondait en fait à la terre de Belmont, à la seigneurie, à la communauté d'Ancien Régime, ce qui est dans les limites rouges, plus Verrières ici, plus Anglas ici. Alors, je vais un peu vous parler d'abord d'Anglas, parce que je trouve ça merveilleux comme situation, et de la commune de Lasserre. Voilà, donc là, je vous ai fait une carte. La commune de Lasserre, c'est ce qui est entouré en rouge ici. Et les différentes couleurs, ça correspond aux différents territoires d'avant la Révolution française, qui avaient des statuts différents en termes d'appartenance paroissiale et seigneuriale et communautaire. Donc il y avait ici, Anglas, à la tête d'une paroisse, et en violet, en fait, ce qui appartenait au prévôt de Belmont en tant que seigneur. Et qui, donc des habitants qui faisaient partie de la communauté de Belmont. La paroisse d'Anglas, elle était un peu plus large, en fait. Elle comprenait ici 2 hameaux qui dépendaient de la seigneurie de Monteils, un hameau qui dépendait de la seigneurie de Saint-Cernin, qui avait une enclave ici, et puis des hameaux qui appartenaient à la seigneurie de Saint-Juéry, mais qui ne sont pas dans la commune de Lasserre aujourd'hui. Voilà, Monteils, ici, c'était une paroisse qui débordait de la seigneurie un petit peu. La seigneurie, elle dépendait en fait de la commanderie hospitalière de Sainte-Eulalie-du-Larzac. Donc c'était voilà, des hospitaliers. Et puis ensuite ici il y avait Saint-Cernin,